Donc, il est déjà 14h01. Nous allons débuter. Merci d'être avec nous cet après-midi pour notre deuxième webinaire. Donc, 10 conseils pour améliorer vos pratiques de recrutement et d'intégration au conseil d'administration. Je suis accompagné de deux de mes collègues. On va prendre un moment tout à l'heure pour nous présenter. On va passer les prochaines 90 minutes ensemble pour parler de cette thématique qui est quand même assez large et complexe. On va en faire un survol avec vous. Et comme je le disais tout à l'heure, la présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal et le PowerPoint qui vous est présenté sera disponible également. Vous allez le recevoir un peu plus tard cet après-midi en même temps que l'évaluation de la rencontre. Donc, avant de faire nos présentations personnelles, l'atelier de cet après-midi est présenté par Concertation Montréal, donc qui est une organisation de concertation, comme son nom l'indique. On va vous demander de fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, Concertation Montréal qui travaille à la fois avec des élus et des acteurs socio-économiques à Montréal sur différents enjeux, dont celui de la parité, la diversité et l'inclusion. On travaille également en transition écologique et également, on travaille en participation citoyenne ou en vie démocratique. Donc, le sujet dont nous allons traiter cet après-midi est animé par une équipe de 3 personnes, donc avec 2 de mes collègues. Nos initiatives en parité, diversité, inclusion visent à favoriser la diversité dans les lieux décisionnels, à promouvoir des modèles de réussite à l'image de la diversité montréalaise, à soutenir des organisations comme les vôtres qui souhaitent ou aspirent à avoir des CA diversifiés et innovants, et à développer des bonnes pratiques de gouvernance paritaire inclusive également. Donc, ce projet et l'atelier de cet après-midi est rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc, l'équipe qui est avec vous cet après-midi, donc, à commencer par moi-même. Moi, je suis chef d'équipe, en parité, diversité, inclusion. Je travaille depuis 2015, donc depuis la fondation de Concertation Montréal, sur ces dossiers-là. Il y a énormément de choses qui se sont faites à Montréal depuis 2015 et bien avant, parce que le projet sur lequel je travaille existait à partir de 2008. Donc, on constate beaucoup d'intérêt de la part des organisations pour le recrutement de candidats, de candidates issus de la diversité. Mon parcours auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans en coopération internationale, beaucoup sur des enjeux de participation, notamment la participation des femmes au Burkina Faso, où j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest de 2000 à 2007. Formation en psychologie et en géographie humaine également. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues, puis après, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je vais inviter Nabila à se présenter brièvement. Oui, bonjour tout le monde. Je suis agente de développement, parité, diversité et inclusion à Concertation Montréal. Je cumule plus de 15 ans d'expérience dans les domaines liés à l'intégration socio-professionnelle, en immigration et en interculturel. Depuis 3 ans, j'œuvre plus spécifiquement autour des enjeux en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion, ainsi que la gouvernance. Et j'ai le bonheur de piloter le programme du groupe des 20 à Concertation Montréal, qui accompagne donc les gestionnaires et les administratrices, administrateurs d'OBNL qui souhaitent initier des pratiques plus inclusives au sein de leur organisation. Voilà, je passe la parole à ma collègue Stéphanie Lécole. Bonjour, ravie d'être avec vous cet après-midi. Je suis donc Stéphanie, agente de développement, parité, diversité et inclusion à Concertation Montréal. J'ai rejoint l'équipe l'automne dernier. Je travaille depuis une dizaine d'années comme coordonnatrice de bénévoles dans différents organismes. Et avant de rejoindre l'équipe de Concertation Montréal, je travaillais notamment au Centre d'action bénévole de Montréal où je coordonnais un programme de bénévolat d'expertise. Actuellement, donc, dans l'équipe de Concertation Montréal, je m'occupe plus spécifiquement de la banque de candidature de la diversité dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard dans l'atelier.
Merci beaucoup, Stéphanie. Il y a également notre collègue Khadija Aydara qui travaille sur le mouvement montréalais Les filles et le code. Elle n'est pas avec nous cet après-midi, mais son projet consiste à favoriser une plus grande participation des jeunes filles et des femmes dans les sciences, technologies, en ingénierie et en mathématiques. Donc, je suis sûr que tout le monde se dit, mais quels sont les fameux 10 conseils dont nous allons parler cet après-midi. Donc, ils sont listés ici, mais on aura tout le temps de revenir dans les détails tout à l'heure. Donc, quelques éléments peut-être à considérer avant de débuter plus formellement l'atelier. Notre objectif cet après-midi, c'est vraiment de réviser certaines notions, certains éléments qui font plein de sens, qui sont sans doute déjà discutés en partie au sein de vos conseils d'administration, mais qu'il est toujours bon de rappeler, surtout à l'approche de la période de plusieurs assemblées générales. On sait, le recrutement des membres de conseil d'administration, ce n'est pas facile. Actuellement, on a un contexte où, même en recrutant des employés qu'on paie, c'est difficile. Donc, pour aller chercher des bénévoles, alors qu'il y a tant d'organisations qui ont des postes à combler, ça relève du défi. Et on va voir cet après-midi quand même quelques éléments qui sont à considérer, qui vont vous appuyer pour mieux recruter, puis aussi pour conserver en poste vos administrateurs et administratrices plus longtemps. Donc, on a choisi nos 10 conseils. Il y a des recoupements, donc on vous prévient d'avance. Des fois, il va y avoir certains chevauchements parce que, comme on dit, là, tout est dans tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens à faire. On va essayer de ne pas multiplier, de ne pas aller dans les dédoublements, mais on va se relancer, mes collègues et moi, pour peut-être insister sur certains points qui nécessitent une attention toute particulière. Ça peut sembler drôle à dire, mais siéger dans un conseil d'administration, ça ne devrait pas être perçu comme une punition. Je vous le dis parce qu'au moment des assemblées générales, on voit qu'il y a des organisations qui peinent à recruter et on a presque l'impression que certains membres du CA vont accepter d'occuper un poste pour nous dépanner parce qu'on a l'air en difficulté pour recruter. Bien, ça augure mal et ce n'est pas la meilleure façon, évidemment, de procéder pour avoir un CA qui est engagé, qui est proactif et qui appuie l'équipe de direction. Donc, on va voir cet après-midi aussi, bien sûr, quels sont les besoins des organisations, mais on va toujours garder en tête, on va toujours considérer les besoins des candidates et des candidats parce que pour aller faire du bénévolat, à défaut de recevoir une rémunération, bien, on s'attend quand même à avoir quelque chose en retour, de sentir qu'on contribue à une cause qui nous est chère. Donc, le contexte aussi post-pandémique a une influence sur le recrutement des membres de conseil d'administration. On n'ira pas dans les détails, mais on est conscient que beaucoup d'organisations ont eu de grandes difficultés depuis 3 ans et là, elles sont en train de se relever. Et elles ont aussi besoin d'un conseil d'administration qui va leur apporter un nouvel éclairage, qui va sans doute les amener à faire les choses de manière différente pour s'adapter à la nouvelle conjoncture. Donc, mes collègues et moi, on est dans une position privilégiée pour vous partager ces 10 conseils parce qu'on organise beaucoup d'événements de réseautage, de maillage entre candidats et organisations. Ça nous place un peu dans la confidence parce qu'on rencontre beaucoup de candidats qui veulent aller vers vos organisations. Et on parle avec vous également qui avez des postes à combler dans vos conseils d'administration. Et à ce moment-là, ça nous donne un regard particulier pour savoir peut-être quels sont les éléments qui incitent des candidats à rejoindre vos CA ou au contraire, peut-être les éléments qui peuvent constituer des irritants ou des freins lorsqu'on recherche des candidatures. Donc, c'est un peu la mise en contexte. On va se garder à la fin une dizaine de minutes pour prendre des questions. Donc, vous pouvez quand même utiliser le chat ou la fonction questions-réponses pour nous partager certaines questions, mais on n'y répondra pas toujours immédiatement, notamment lorsque la réponse est prévue plus tard dans la présentation. Donc, sans plus tarder, on poursuit avec le premier point de l'après-midi. Donc, c'est moi qui vais avoir la chance de débuter l'atelier avec le premier point, donc bien préciser vos besoins et le ou les profils recherchés. Donc, tout recrutement réussi commence par l'identification des besoins et du profil recherché. Il est vraiment important que vous distinguiez ce qui est essentiel de ce qui serait un plus parmi les compétences et expertises recherchées,
parce que vous ne voulez surtout pas donner l'impression aux candidats et candidates qui consultent votre appel à candidature que le poste ne leur est pas accessible. A contrario, donner l'impression que vous acceptez n'importe qui n'aurait pas non plus un effet positif sur votre recrutement. Donc, à la diapo suivante, on va voir que certaines compétences de base et des qualités personnelles et interpersonnelles sont fréquemment recherchées pour les postes d'administrateur et d'administratrice. On pense notamment à la capacité de réflexion stratégique, l'indépendance d'esprit, les habiletés analytiques, le jugement critique, le leadership, la bonne communication et l'esprit de collaboration. Voilà, merci. Il faut ensuite identifier les compétences complémentaires à celles des administrateurs et administratrices qui sont actuellement en poste, mais aussi à ceux et celles dont le mandat vient à échéance. Et pour ça, on peut utiliser donc un outil qui est très aidant, qui s'appelle donc la matrice de compétences. Donc, à ce stade, j'aimerais savoir, puis Philippe, si tu veux nous donner le sondage, ceux et celles d'entre vous qui ont déjà utilisé une matrice de compétences pour préciser le profil des administrateurs et administratrices recherchés. Donc, vous avez quelques secondes pour compléter le sondage et on va voir si une tendance se dégage, mais je dirais que pour l'instant, c'est assez semblable. Certains semblent l'avoir déjà utilisé, d'autres pensent le faire ou d'autres ne l'ont jamais fait. Donc, un petit 5 secondes encore pour prendre vos réponses, puis après, on va partager les résultats. Donc, je ne vois pas l'intégralité de... Nous ne l'utilisons pas encore, mais ce sera mis en place prochainement. Donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt pour la matrice de compétences. Donc, on va voir un exemple. Est-ce que Philippe, tu peux nous mettre la diapo avec l'exemple de matrice, s'il te plaît? Excellent. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais donc la matrice de compétences, je vais d'abord vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, puis on verra certaines catégories du modèle à l'écran. Donc, la matrice, c'est une grille que vous pouvez personnaliser et qui recense de manière non exhaustive les expertises nécessaires à l'exercice des fonctions d'administrateur et d'administratrice. On parle ici d'expériences plus spécifiques qui couvrent l'ensemble des devoirs et responsabilités du conseil d'administration. Donc, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, on a dans le haut du tableau donc, les informations relatives au mandat en cours des administrateurs, des considérations plus spécifiques, des questions en lien avec la représentativité de la diversité et le profil démographique. Donc, ça permet de mettre facilement en lumière les groupes d'âge et ethnoculturels auxquels appartiennent vos administrateurs et administratrices et ainsi de pouvoir encourager la diversité au sein de votre conseil. Dans la partie plus bas, donc, on voit plus les questions en lien avec les compétences. Est-ce que vous avez autour de la table quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres, une personne qui est issue du domaine juridique ou des ressources humaines, par exemple? Donc, faire ce travail-là d'analyse des compétences de votre conseil, ça a plusieurs objectifs. Le premier, ça vous permet de recenser, de repérer les forces vives de l'organisation. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autour de la table 12 spécialistes du même domaine. Ce que vous voulez avoir, c'est au contraire une variété d'expertise. La compétence du domaine d'intervention ou du secteur d'activité de votre organisation devrait aussi faire partie des expertises de certains de vos administrateurs et administratrices. Le second objectif donc, de la matrice, c'est de pouvoir repérer rapidement et visuellement les profils à rechercher en identifiant notamment donc, les expertises manquantes. Oui. S'il vous plaît, c'est écrit dans le chat plusieurs fois que c'est très petit. Moi aussi, je ne parviens pas à lire, s'il vous plaît. Oui, c'est que j'ai levé la main. Vous allez la voir en exemple à la fin. Donc, on va vous donner des ressources, puis vous aurez accès au document. Vous pourrez le consulter. Malheureusement, on ne peut pas l'agrandir tant qu'on voudrait. Donc, comme je vous disais, ça vous permet de repérer rapidement et visuellement donc, les expertises manquantes et les lacunes, mais aussi les expertises qui seront perdues à l'échéance de tel ou tel administrateur et pour lesquelles vous souhaiteriez certainement qu'une transition soit faite.
Et on peut aussi repérer les besoins plus spécifiques qui sont liés à un moment donné de la vie de l'organisation et de ce qu'elle traverse. Donc, si votre directeur général vous a annoncé sa démission prochaine, vous allez souhaiter avoir quelqu'un avec des expertises en ressources humaines, ou si votre organisation pense à déménager ou à faire des travaux, vous aimeriez sûrement avoir quelqu'un qui ait des compétences plus spécifiques en immobilier ou construction. Enfin, la matrice de compétences vous permet de prévoir les recrutements à venir. Je vais donc laisser la parole à Philippe pour le deuxième point. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est un outil extrêmement important, la matrice, puis on voit que seule une organisation sur 4, donc représentée ici, l'utilise. Donc, on vous encourage fortement à vous inspirer des nombreux modèles qui existent, puis en faire peut-être une qui est plus simple, parce que des fois, ça peut faire peur. Il y a des matrices qui sont extrêmement élaborées, mais ça peut être un outil tout simple qui identifie quelques qualités, quelques profils à rechercher, mais c'est extrêmement utile pour vos organisations. Donc, on va poursuivre avec le deuxième sondage. Donc, j'ai une petite idée du type de réponse que vous allez nous partager, mais je veux quand même le valider avec vous. Donc, un petit 15-20 secondes pour répondre à cette question toute simple. Donc, ce qu'on voit, bien, près de la moitié des organisations ont un processus qu'ils qualifient de formel, puis ensuite, c'est à peu près à part égale pour les gens qui n'en ont pas et les gens qui prévoient le faire. Donc, c'est quand même c'est un outil qui est très utile à développer, à documenter parce que lorsqu'on n'a pas de référence dans les années passées, surtout en considérant le roulement au sein des conseils d'administration, le fait d'avoir un processus qui est clair, qui est formalisé, ça permet justement un meilleur transfert de compétences. Donc, dans les questions qui sont intéressantes et pertinentes à aborder, comment on a documenté les derniers recrutements au conseil d'administration? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étapes. On sait également que les cas de figure sont très variables d'une organisation à l'autre. Dans certains cas, ce sont des collèges électoraux qui vont déterminer qui va rejoindre votre conseil d'administration. Mais tout ce qu'on va dire cet après-midi, que ce soit fait par votre organisation ou que ça prenne la forme de conseils que vous partagez avec vos collèges électoraux, ça peut toujours se communiquer. On peut dire à nos collèges électoraux, par exemple, qu'on souhaite avoir une plus grande diversité au conseil ou qu'on souhaite atteindre la parité et les avertir tôt dans le processus de tenir compte de certains facteurs dans leur choix sans nécessairement influencer les propositions qui vous seront faites. Donc, comment on documente les derniers recrutements? Est-ce qu'on calcule le nombre de candidatures qu'on reçoit? Est-ce qu'on documente les questions-réponses qui nous sont partagées par d'éventuels candidats? Est-ce qu'on considère aussi combien de personnes vont être convoquées à une éventuelle entrevue? Donc, tout ça, ça fait partie des indicateurs qui sont intéressants à identifier et à conserver. Également, nous, on travaille beaucoup sur les enjeux de parité, de diversité et d'inclusion. Donc, essayer de documenter aussi un peu plus quels sont les profils des personnes qui vont soumettre leur candidature ou vont s'intéresser à votre organisation pour voir si vous cheminez d'une année à l'autre. Est-ce que le recrutement est facile ou non? Je pense que pour beaucoup d'organisations, ça devient de plus en plus difficile de recruter. Donc, le fait de le documenter, le fait d'en discuter au conseil d'administration va vous appuyer également dans vos démarches, puis va sans doute vous amener à avoir de meilleurs réflexes de recrutement. Est-ce que les bassins de recrutement sont diversifiés? On va y venir plus en détail tout à l'heure, mais il est évident que lorsque votre organisation travaille dans des bassins assez nichés, assez ciblés, bien, vous vous privez de beaucoup de candidatures. Le statut de votre organisation puis la taille du membership aussi va avoir une incidence sur le nombre de personnes qui peuvent prétendre à un siège au conseil d'administration. Donc, parfois, la réponse, c'est aussi
en élargissant votre bassin de membres, que vous allez pouvoir accéder à davantage de candidatures, ou encore peut-être en allant chercher des candidatures d'administrateurs et d'administratrices indépendants. Donc, je vais enchaîner. Quelles sont les étapes du processus de recrutement? Tout l'après-midi, ce qu'on va voir, ça implique d'une certaine façon une professionnalisation du processus de recrutement au conseil d'administration. Lorsque c'est fait de façon un peu intuitive, souvent tardive, on se retrouve à être assez limité dans nos choix. Lorsqu'on découpe le processus avec des dates pour prévoir à quel moment on élabore, on précise les besoins, à quel moment on va demander aux administrateurs en poste s'ils renouvellent ou non, à quel moment on va partager l'appel de candidature, faire d'éventuelles entrevues. Tout ça doit être documenté à chaque étape. Que prévoient les règlements généraux? Donc, est-ce que vos règlements généraux vous aident ou, à la limite, est-ce qu'ils compliquent la tâche du recrutement? Ce sont des éléments qui sont très importants parce que parfois, les règlements généraux datent d'il y a longtemps. Parfois, on avait beaucoup d'administrateurs ou, au contraire, un CA de 3 personnes et ça ne colle plus aux besoins de l'organisation. Donc, il faut vous assurer quand même d'avoir une taille de CA qui représente bien vos membres, mais également, si vous avez toujours de la difficulté à trouver vos 17 membres de conseil d'administration, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la taille du CA. Également, sur les collèges électoraux, des fois, quand on découpe les catégories de membres, les collèges électoraux ne reflètent peut-être plus toujours le membership réel de l'organisation. Qui s'occupe du recrutement? Est-ce que c'est le conseil d'administration, la direction, le comité de gouvernance? Dans bien des cas, dans beaucoup d'événements qu'on organise, la direction joue un rôle très, pour ne pas dire trop important dans le choix des membres du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment important que le CA s'approprie cette responsabilité-là. Bien sûr, la direction peut et devrait venir en appui, mais c'est une tâche qui devrait incomber en premier plan au conseil d'administration. Si ce n'est pas fait de cette façon-là, c'est sans doute pertinent d'avoir une bonne discussion avec les membres de votre conseil. Une évidence, on n'obtient pas des résultats différents en faisant la même chose, mais si dans les dernières années, vos recrutements ont été difficiles, on le sait que depuis les 3 dernières années, beaucoup d'organisations ont même recruté des membres de CA sans jamais les avoir rencontrés préalablement. Donc là, essayez de profiter de l'occasion du retour en personne pour bien prendre le temps avec vos candidats, vos candidates, de leur parler de l'organisation, de vous assurer de leur motivation également. Donc, pour la suite, s'il n'y a pas eu de bilan des derniers recrutements, évidemment, vous pouvez commencer à prendre des notes, à colliger des données que vous allez rendre accessibles aux prochains membres du conseil d'administration ou même pour vous-même l'année prochaine. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec quelques organisations qui souhaitaient notamment comprendre comment aller chercher plus de diversité dans leur conseil d'administration, puis avec un bon bilan, avec des essais-erreurs, avec des tests aussi, en allant voir des candidats qu'on souhaite avoir au conseil d'administration, puis en testant l'appel de candidature auprès d'eux, on est arrivé à des résultats très intéressants. Donc, il y a un petit... On aurait une petite question dans le chat. Est-ce que tu pourrais préciser rapidement qu'est-ce qu'un collège électoral? Oui, donc le collège électoral est un groupe de membres qui partagent un certain statut. Par exemple, à Concertation Montréal, nous avons 8 collèges électoraux, donc des gens qui travaillent dans le domaine de la culture, qui travaillent dans le domaine du développement économique, par exemple, ou en diversité et en inclusion. Et ces partenaires-là qui ont un secteur d'intervention commun vont déterminer entre eux, en fait, ou plutôt une personne qui va se présenter pour être membre du conseil d'administration, il va en falloir une par collège électoral. Donc, tous les membres vont voter
mais les gens qui sont admissibles à se présenter doivent avoir une caractéristique. On peut voir également dans certains milieux, dans le milieu de la santé, il peut y avoir un collège électoral des professionnels du réseau de la santé, de certaines catégories de soignants, par exemple. Donc, le collège électoral, c'est comme une catégorie de membres qui doit être forcément représentée au conseil d'administration. Merci. Donc, pour la suite, donc... Oui. Alors, un autre sondage pour vous. Donc, avez-vous déjà établi un processus de recrutement et d'accueil formalisé au sein de votre organisation? Donc là, je pense que c'est le sondage que j'ai activé tout à l'heure on a fait une petite erreur à ce... D'accord. Ouais. Alors, On va parfait. enchaîner. On va enchaîner avec donc troisième conseil, de vous inspirer donc des pratiques de recrutement et d'accueil d'autres organisations. Alors, dans un premier temps, Philippe en a parlé, il faut faire le bilan de vos pratiques. Très, très important ce point-là. Et avant de s'engager dans quoi que ce soit, faites un retour, prenez le temps de regarder ce qui a été déjà réalisé, quels sont les constats que vous avez dressés, c'est quoi les canaux de diffusion qui ont été utilisés, quels résultats vous avez récoltés. Et surtout, faites cet exercice seul, mais faites-le avec l'ensemble des membres de votre CA. Comme dit l'adage, plusieurs têtes valent mieux qu'une tête. Alors vraiment, n'hésitez pas à échanger. Et posez-leur également la question, demandez-leur comment ça se passe aussi dans les organisations dans lesquelles ils ou elles siègent. Voilà, ça peut être très, très, très précieux, les informations que vous allez pouvoir en retirer. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous propose bien de collecter et d'analyser ce qui se fait ailleurs dans les autres organisations. Donc, vous pouvez consulter un grand nombre d'appels à candidature. Là, juste sur notre site internet de Concertation Montréal, on a, comme vous le savez, comme la plupart le savent, on appuie les organisations dans la diffusion des appels à candidature. Et donc, on héberge les appels à candidature des organisations qui le souhaitent. Alors, vous pouvez aller voir un peu comment les autres organisations s'y prennent, regarder comment c'est fait, puis essayez aussi de voir comment vous en inspirer. Évitez de faire des copier-coller, comme je dis, parce que on est chacun et chaque organisation est unique et c'est bien aussi de se différencier et puis de voir qu'est-ce qui pourrait correspondre davantage à notre organisation. Donc, regardez ce qui fait ailleurs et puis aussi si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, ben nous on est là pour ça, on peut vraiment vous soutenir, ma collègue Stéphanie en particulier, mais Philippe et moi également. Vous avez des conseils, on a aussi un modèle d'appel à candidature qu'on partage et ça nous fait plaisir vraiment de le partager, alors n'hésitez pas. Ensuite, troisième élément, mettez-vous à la place des candidates et des candidats. Souvent, on a tendance, c'est naturel aussi, de plus regarder au niveau de soi, notre organisation, nos besoins, mais ça vaut vraiment la peine de se poser les questions, puis de se mettre aussi à la place, dans les souliers des candidates et des candidats, puis de se dire qu'est-ce que une personne souhaiterait voir, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser également. Alors, en vous mettant dans cette posture-là, ben, ça va vous ouvrir à d'autres éléments et ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de chances aussi d'attirer et d'intéresser des candidates et candidats à siéger au sein de votre organisation. Aussi, un autre élément, c'est d'éviter aussi de faire un peu peur aux personnes sur les défis. On sait qu'il y a beaucoup de défis dans les organisations, mais aussi d'être subtil sans nécessairement ne pas leur dire des choses ou ne pas leur donner toutes les informations. Je sais que Philippe va aborder ce point-là un peu plus tard, mais essayez aussi de bien présenter votre organisation, tout comme les candidats et candidates doivent préparer un pitch et vraiment synthétiser les informations, bien présenter leur organisation.
c'est ça, vous devez le faire et puis ça va être un atout pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une approche où les deux parties doivent trouver leur compte. Et à l'ère où nous sommes actuellement, avec vraiment tous les défis de recrutement, la concurrence est rude. Alors, c'est un exercice qui nécessite du temps, mais une fois qu'il est bien fait, eh bien, ça donne vraiment des bons résultats. Ensuite, de mentionner votre ouverture face à l'égard des candidats et candidates issus de la diversité ou issus de groupes sous-représentés. Si vous souhaitez bien évidemment ouvrir votre conseil d'administration à ces talents et si aussi une réflexion a été menée à l'interne. Très, très important pour ça aussi, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous pouvez, par exemple, dans votre appel à candidature, mentionner si votre organisation adhère au principe EDI et vous pouvez donc écrire que notre organisation encourage les candidates et candidats issus des groupes sous-représentés à présenter leur candidature. Ce qu'il faut savoir, pour être moi-même issue d'un groupe sous-représenté, mon réflexe, que ce soit pour un emploi ou que ce soit pour un conseil d'administration, c'est d'aller voir la composition des membres de l'équipe de l'organisation, mais aussi la composition des membres du conseil d'administration. Alors, si je vois que c'est très, très homogène et qu'il n'y a pas de diversité, ben, ça va pas vraiment m'encourager à postuler. J'aurais pas vraiment le goût. Alors, il faut y penser. Si vous êtes vraiment dans cette optique, qu'il y a une réelle volonté, puis qu'il y a des démarches déjà qui ont été amorcées, alors faites-le. Parce que ça va vraiment accrocher les personnes issues des groupes sous-représentés. Enfin, quand on parle de recrutement, faut pas juste s'arrêter à ça y est, on a recruté, tout est beau, tout est merveilleux, on a fini le travail. Il y a aussi tout le processus d'accueil qui est extrêmement important et qu'on a un peu tendance à un peu mettre de côté pour l'avoir vécu, puis pour l'avoir vu aussi au sein des organisations qu'on accompagne. Souvent, c'est un petit peu le maillon faible. Alors, et pourtant, c'est très important, comme on dit, les premières impressions aussi font la différence et le processus d'accueil aussi en fait partie. Philippe, si tu peux, voilà. Alors, nous allons un peu vous présenter les conseils qui ont été donnés à une organisation qui a trouvé des difficultés de recrutement et qu'on a accompagné les membres de l'équipe. Et cette organisation-là a aussi bénéficié de conseils d'autres organisations. Alors, voici les éléments qui lui ont été dits. Et en faisant ça, au fait, il y a eu vraiment des meilleurs résultats là au niveau qui ont été observés au niveau du processus de recrutement. Donc, très important, préciser les besoins. Stéphanie en a parlé avec la matrice des compétences. Ça nous permet vraiment d'identifier les forces vives de notre conseil d'administration. Et ça permet également bien, de savoir quels sont les profils qu'il faudrait qu'on aille chercher en lien avec les besoins de notre organisation, en lien avec peut-être les stratégies que l'organisation souhaite initier, parce qu'on peut avoir un besoin particulier à un moment donné et un autre besoin à un autre moment donné de l'organisation. Ensuite, deuxième élément, c'est le mandat, donc la rédaction de l'appel à candidature. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est sûr qu'un bon mandat attractif, ça fait toute la différence. Si je compare ça un peu à un chercheur d'emploi, c'est le CV. On sait que élaborer un CV, un bon CV qui va bien mettre en valeur les compétences, les connaissances du chercheur d'emploi, c'est important. Et c'est un outil aussi qu'on est amené à bonifier. Alors, c'est la même chose pour une organisation avec son appel à candidature. Vraiment s'assurer d'avoir les principales rubriques. Donc, en plus, bien sûr, de présenter brièvement l'organisation, sa mission, ses valeurs, les profils recherchés,
c'est important aussi de savoir, d'avoir les exigences et engagements. Qu'est-ce que ça va impliquer? Le nombre de rencontres, est-ce que la personne va participer à des comités ou autres? Mais vraiment mettre ces informations-là, auquel cas la personne va pas vraiment savoir qu'est-ce que ça va impliquer. Peut-être qu'elle devra faire des démarches pour avoir ces informations auprès de vous. Et ça peut-être aussi désintéresser et on le souhaiterait pas. Donc vraiment, le mandat, l'appel à candidature extrêmement important. Utiliser la rédaction inclusive ou épicène, effectivement, je vais pas m'attarder sur ce point-là. C'est un point qui va être aussi abordé par ma collègue, mais on encourage les organisations à aller dans ce sens-là. Et puis, on va pouvoir aussi vous partager un outil qui a été développé à l'interne sur la rédaction inclusive. Et puis, on en a d'autres également. Si vous voulez avoir d'autres exemples, il y en a énormément qui ont été produits, donc des outils de très, très bonne qualité. Diversifier les canaux de diffusion. Philippe le disait, si on fait la même chose, faut pas s'attendre à des résultats différents. Donc, pour ça, diversifier les canaux de diffusion. Nous avons bien évidemment la banque de candidature de la diversité. On peut vous appuyer, mais il faut aussi penser au regroupement professionnel, aux ordres professionnels, au regroupement d'organisations. Donc, il y a vraiment énormément d'endroits où on peut donner de la visibilité à nos appels à candidature, mais aussi à rentrer en contact avec des personnes qu'on rejoindrait pas autrement. S'inspirer des stratégies de recrutement de chasseurs de tête, pourquoi pas. Et lors de l'entrevue, le processus d'entrevue est très important. Donc, comment déjouer les biais, les angles morts qu'on a, de manière à mieux recruter et à éviter justement de rester dans un angle très, très étroit. Et enfin, d'être en mode recrutement tout temps, de ne pas attendre 2 semaines ou 3 semaines avant l'assemblée générale annuelle pour penser à son recrutement. Il faut être en mode recrutement tout le temps. Donc, chaque opportunité, chaque occasion de réseautage à laquelle vous participez est une occasion pour justement rencontrer des personnes et puis ne pas hésiter aussi s'il y a des personnes que vraiment vous verrez bien dans votre conseil d'administration, eh bien d'aller le leur dire tout simplement, d'aller les rencontrer, de leur parler. Souvent, vous allez voir, vous allez être très très surprise et surpris. Les personnes vont se sentir vraiment très flattées d'avoir justement qu'on ait pensé à elles. Alors vraiment, ça vaut la peine et vous allez voir que dans une grande majeure partie du temps, ces personnes peuvent accepter effectivement. Pour ce Nabila, je pense que s'il y a une chose à retenir de l'après-midi, c'est sans doute de faire du recrutement un réflexe en permanence parce que on le voit, puis on va en reparler aussi, mais le temps est un élément fondamental. Donc, lorsque vous le structurez, lorsque à chaque événement vous repérez, lorsque vous avez des comités au sein de votre organisation qui vous permettent de détecter le talent, c'est un gros plus, puis ça réduit beaucoup le stress à l'approche des assemblées générales. Oui, effectivement. Et là, je vois une question dans le chat. Alors, le ou la DG se rapportant au CA, n'y voyez-vous pas un conflit d'intérêts si il ou elle a une participation au recrutement d'administrateurs et d'administratrices? Ah oui, oui, j'aime beaucoup la question. Alors, justement, c'est normalement un exercice, et puis Philippe l'a mentionné tantôt, qui doit être réalisé entre administrateurs, administratrices et personnes à la direction générale, ou même ça pourrait être juste des membres du CA, idéalement. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Philippe, à ce niveau-là? C'est vrai que souvent, la personne à la direction générale se retrouve avec ce lourd fardeau d'être en charge et responsable du recrutement, mais ça devrait pas être le cas. Normalement, le conseil d'administration devrait être en soutien à ce niveau-là.
j'aimerais t'entendre, Philippe, et puis Oui, mais Stéphane. ça répond, je pense, très bien à la question. Donc, entre faire émerger des candidatures, la direction générale ou la coordination peut très bien y participer au même titre que le CA, mais évidemment, quand vient le temps de choisir, à la fin, ça devrait être le conseil d'administration qui prend la décision. Mais en même temps, le fit est très important aussi parce qu'il doit y avoir une relation de confiance entre les membres du CA et la direction. Donc, quand même, de s'assurer peut-être qu'il y a toujours une bonne communication tout au long du processus, mais la décision devrait revenir au CA. Très bien. Ensuite, donc, une fois le processus de recrutement réalisé, eh bien, il faut s'assurer de mettre de l'énergie dans le processus d'accueil, ne pas oublier de remettre toutes les informations aux nouvelles ou à la nouvelle administratrice au sein du conseil d'administration, qui inclut, ma foi, les règlements généraux, qui inclut le rapport d'activité, qui inclut la liste des administrateurs, administratrices, qui inclut également les derniers états financiers, les 3 derniers procès-verbaux et ordres du jour. Donc vraiment important de remettre tous ces documents-là au moment où la personne prend les fonctions. Vous pouvez le faire, bien sûr, lui remettre les documents papier, mais de plus en plus, on fait ça de façon électronique. Vous pouvez lui envoyer un lien, puis mettre tout ça dans un serveur et envoyer tous les documents. Ensuite, il faut avoir une rencontre d'information, idéalement avec la présidente ou le président, puis la personne à la direction générale et le nouveau membre du CA, une rencontre, voire 2 rencontres pour vraiment échanger sur l'organisation, les enjeux, les attentes à l'égard de l'administrateur et puis d'être disponible aussi pour les questions. Ensuite, d'avoir un moment aussi où la personne peut être présentée aux membres du CA. Très important cette étape-là, de donner ce temps-là à chacun de se présenter, puis à la nouvelle personne en particulier. Ensuite, eh bien, d'avoir des rencontres informelles avec le membre du CA aussi. C'est une bonne pratique. Et un élément aussi qui a fait toute la différence, et c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans les organisations, eh bien, c'est d'être jumelé avec un ancien membre du CA, donc nouveau membre qui est jumelé à un ancien membre. Et là aussi, ben, c'est parfait. La personne a justement une personne d'expérience avec qui elle peut échanger, elle peut recevoir des conseils et ça lui permet vraiment de rentrer graduellement puis de prendre possession de son rôle en tant qu'administrateur et administratrice. Donc, ça fait toute la différence. Et de faire aussi des rencontres de suivi, questions, rétroactions avec la nouvelle membre, la nouvelle personne au sein du CA. Et surtout aussi, si c'est une personne issue de la diversité, puis que votre conseil d'administration ne l'est pas vraiment, prenez le temps, s'il vous plaît. En général, ça peut être la présidente ou le président qui peut faire ça, mais vraiment de s'assurer que tout va bien, que la personne se sente à l'aise, se sent vraiment être partie prenante du conseil d'administration. Parce qu'il y a le recrutement, oui, il y a l'accueil, et puis il y a aussi, on veut s'assurer de la rétention, et tous les éléments qui ont été abordés vont contribuer justement à assurer un bon climat au sein du conseil d'administration et à donner l'envie aux personnes d'y rester. Alors, mes collègues ont légèrement abordé le point. On va maintenant s'intéresser à comment et quand, avant votre AGA, vous faites circuler vos appels à candidature. On a un petit quiz. Je pense que la réponse vous a été soufflée, mais j'aimerais savoir ce que vous faites réellement dans vos organisations. Donc, quelle est la durée d'affichage généralement de vos appels à candidature? On voit que vous êtes nombreux à laisser quand même du temps. On va vous laisser quelques secondes pour terminer. Donc, vous êtes une majorité à laisser plus d'un mois avant, à laisser l'affichage pendant plus d'un mois avant l'Assemblée générale. Excellent.
Donc, effectivement, c'est ce que nous préconisons aussi chez Concertation Montréal. Et pourtant, je vois fréquemment quand je valide les appels à candidature avant de les afficher sur notre site web, des appels pour lesquels il ne reste qu'une ou 2 semaines avant la date limite et ce n'est évidemment pas suffisant. Donc, le minimum de temps de publication devrait être 1 mois, ce qui permet la circulation de votre appel à candidature dans différents canaux. Et ça laisse également le temps aux candidats de préparer leur candidature et de faire leur vérification diligente. Donc, Philippe va vous en parler un petit peu plus tard. Mais effectivement, l'idéal serait de procéder en continu. Le recrutement de nouveaux administrateurs donc, devrait être une préoccupation constante du conseil d'administration. Vous devriez constamment être en mode recrutement, que vous soyez dans des événements, des activités de réseautage, des événements, donc toujours être à l'affût de candidats potentiels. On l'a effleuré également, donc toujours utiliser les mêmes réseaux de diffusion ne vous permettra vraisemblablement pas de recruter des membres au profil varié. Diversifier vos canaux de diffusion vous permet de rejoindre des candidats au profil complémentaire de ceux de vos administrateurs actuels. Donc, de nombreuses organisations, Nabila en a nommé certaines, vous permettent de procéder à l'affichage de vos appels de candidature dans différents réseaux. Mais moi, je vais vous parler plus précisément de celui de la banque de candidature de la diversité dont je m'occupe. Donc, nous relayons plus de 120 appels à candidature chaque année dans nos réseaux et plus spécifiquement auprès des candidats et candidates de la banque de candidature de la diversité. Et ça nous permet en fait de contribuer à plus d'une centaine de maillages chaque année. Donc, en publiant gratuitement votre appel de candidature sur le site, ça vous permet donc que nous le relayons dans différents réseaux et canaux, et notamment dans l'infolettre qui est envoyée chaque mois à l'ensemble des candidats de la banque de candidature. Donc, on a dépassé les 600 candidats, donc ça vous permet quand même de rejoindre un bassin très diversifié et sachant également que ces personnes-là peuvent le relayer également dans leur réseau. À la diapo suivante, si tu veux bien avancer, Philippe, on va aborder la question de savoir si votre CA il est représentatif de vos membres et de la communauté avec lesquels vous travaillez. Donc, à l'occasion d'une étude sur la diversité dans les conseils d'administration d'OBNL qui a été réalisée à Montréal en 2018, un échantillon composé de 1425 profils de membres de conseils d'administration d'OBNL qui intervenaient dans 17 secteurs d'activité sur l'île de Montréal a été analysé. Alors qu'en 2016, selon Statistique Canada, les membres des minorités visibles représentaient 32,9% de la population de l'île, dans l'échantillon, on dénombrait seulement 10,5% de membres issus des minorités visibles. Donc, ils représentaient 3 fois moins, ils étaient 3 fois moins représentés dans l'échantillon que dans la population montréalaise. Et cette étude est malheureusement pas la seule à mettre en lumière que la représentativité de la diversité est pas atteinte au sein des conseils d'administration. Pourtant, des CA diversifiés et représentatifs de la société présentent de nombreux avantages. Donc, vous avez autour de la table des points de vue et expériences diversifiés qui favorisent autant l'innovation que la créativité. Ça vous permet d'accéder à un bassin aussi plus large de talents. Ça permet une meilleure gestion des risques, du fait de la diversité de perspectives autour de la table et un meilleur ancrage dans la communauté et les opportunités d'affaires. Donc, comme vous l'a mentionné, Nabila, un petit peu plus tôt, n'hésitez surtout pas à indiquer clairement dans vos appels à candidature votre intention en mentionnant que vous recherchez activement des personnes issues de la diversité et des groupes sous-représentés. Merci Philippe. Donc, une manière justement d'être inclusif dès l'appel à candidature, c'est d'utiliser l'écriture épicène et de s'assurer de rédiger votre appel à candidature dans un style qui soit inclusif. La notion de genre évolue dans notre société et il est important de s'adapter à cette nouvelle réalité et que la langue reflète cette évolution en s'assurant d'inclure toutes les personnes. Le langage épicène désigne donc les règles et pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination sexiste par le langage ou l'écriture.
À la fin de l'atelier, Nabila va vous présenter une série d'outils et de ressources qui sont à votre disposition. Et on va notamment vous donner accès donc, au guide de rédaction inclusive qui a été mis en place par l'équipe des communications ici à Concertation Montréal. Donc là, je cède la parole à Nabila. Oui, je vais juste rappeler à mon équipe on arrive à bientôt la moitié des conseils, mais on a dépassé la moitié du temps, donc on va devoir synthétiser nos présentations pour avoir un peu de temps pour les questions-réponses de la fin. Merci. D'accord. Alors, développer ou renforcer vos pratiques de gouvernance inclusive. Alors, on a un petit quiz pour vous. On aimerait savoir si vous avez déjà entrepris une démarche d'équité, diversité et d'inclusion au sein de votre organisation. Ah oui. Oh, vraiment? Excellent. Waouh, je m'attendais pas à ce chiffre-là. Donc, 48% disent oui, 27% non et 24% pensent le faire. Alors, vraiment bravo. C'est très encourageant, ces résultats. Alors, donc la gouvernance, c'est quoi? Avant de parler de gouvernance inclusive, donc la gouvernance sont des règles, des processus qui peuvent être formalisés ou pas et sur lesquels des acteurs participent à la décision et participent à la mise en œuvre des actions. Donc, la gouvernance repose sur des dimensions comme qui a le pouvoir, qui prend les décisions, comment les personnes se font entendre et enfin comment on rend des comptes. La gouvernance inclusive, donc, sert et doit mobiliser efficacement toutes les personnes. Qu'elle tient compte du genre, des autres facettes de l'identité personnelle. Et c'est aussi lorsque les institutions, les politiques, les processus et les services sont accessibles, responsables et adaptés à tous les membres de la société. Si tu peux, alors, recruter des membres issus de la diversité ou des groupes sous-représentés ne va pas nécessairement signifier que notre organisation est inclusive. La diversité, donc c'est un fait, c'est un nombre souvent, et l'inclusion, c'est un choix, une culture. Donc quand on fait référence à la diversité, on fait référence à un éventail de dimensions, un éventail de caractéristiques uniques. Ça peut être par exemple l'âge, le niveau d'éducation, le statut, la situation d'handicap, l'origine ethnique, la culture. Ça peut être aussi la situation socio-économique, mais ça peut être également d'autres attributs. Quand on fait référence à l'inclusion, eh bien là, on fait plutôt référence à la culture qui est mise en place dans l'organisation, le sentiment d'appartenance auquel les membres les membres vont ressentir. C'est le sentiment que toutes les personnes ont les mêmes chances, ont accès aux mêmes opportunités également. Donc, un milieu qui va vraiment valoriser et respecter toutes les personnes, les talents, les compétences, les aptitudes. Quand on fait référence aux groupes sous-représentés, en général, ce sont donc des groupes qui sont discriminés vis-à-vis de l'emploi, mais pas seulement en emploi, mais aussi, par exemple, au niveau de l'éducation ou même dans la vie quotidienne. Pourquoi pas juste s'arrêter à la diversité? Eh bien, parce que lorsque une organisation n'a pas vraiment mené une réflexion à cet effet, ne s'est pas questionnée sur ses pratiques, n'a pas réfléchi sur le pourquoi elle souhaitait ouvrir davantage son organisation, eh bien, les personnes issues
de groupes sous-représentés qui vont intégrer cette organisation peuvent se sentir un peu utilisés, instrumentalisés, peuvent sentir que l'organisation nous a recrutés juste pour qui on représente au niveau de nos différences, mais pas nécessairement pour les compétences qu'on amène au sein de l'organisation. Puis là, j'avais vu tout à l'heure justement un commentaire qui mentionnait, mais ne faut-il pas dans un premier temps recruter les personnes pour leurs compétences? Absolument d'accord avec vous. On doit, et c'est très important, de recruter les personnes pour leurs compétences, mais dans un deuxième temps, d'aller voir aussi des bassins de personnes auxquelles on n'a pas l'habitude de côtoyer ou qui ne sont pas représentées dans notre organisation. Donc, éviter de faire des efforts symboliques, de donner une impression d'ouverture lorsque il n'y a pas eu vraiment d'action ou de démarches qui ont été faites à l'interne pour ça. Alors, quelques conseils justement pour développer ou renforcer vos pratiques ou de vous en aller vers une gouvernance inclusive. Eh bien, tout d'abord, il faut une réelle volonté de la direction générale et des membres du CA. Il faut aussi que ce soit endossé par l'ensemble des membres de l'équipe, parce que ça peut pas être juste discuté et souhaité au niveau du CA. Il faut que l'ensemble des membres de l'organisation adhèrent également. N'hésitez pas à vous doter d'un espace sécuritaire de discussion avec les membres de votre équipe, avec les membres de votre conseil d'administration et de voir avec ces personnes-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, parce que c'est vraiment une démarche qui est co-construite avec l'ensemble des membres. Si parfois ça peut être un peu intimidant de mener ces espaces de discussion, eh bien vous pouvez aussi être accompagné par une ressource externe pour faire l'exercice. Enfin, avoir un état de la situation aussi vis-à-vis de ces enjeux-là, de faire un autodiagnostic et puis d'analyser un petit peu toutes vos pratiques et processus internes. Se former, s'éduquer, s'intéresser, questionner, c'est la meilleure des choses et ça se fait en continu. Et initier une gouvernance inclusive aussi, il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Et c'est aussi une démarche qui prend du temps. Un fameux consultant avec qui on collabore, Hubert Makwanda, qui dit que justement l'ennemi de l'inclusion, c'est l'urgence. Donc, faut se donner le temps. Les changements ne se font pas du jour au lendemain, que ce soit des changements personnels ou organisationnels. Alors, se donner le temps et d'y aller un pas à la fois, mais de façon continue et ininterrompue. Ensuite, d'inclure la diversité et l'inclusion parmi les valeurs de l'organisation. Il faut que tout ce que vous allez faire, qu'on sente que vous portez ces valeurs-là, et aussi de les intégrer dans votre plan stratégique. Et enfin, de prévoir un budget et des ressources pour cela, que ce soit au niveau des ressources humaines ou matérielles, pour mener cet exercice-là. Donc, on va finir. Renforcer vos pratiques équité, diversité, inclusion vous permettra non seulement d'attirer des membres de CA issus de groupes sous-représentés, de membres talentueux et compétents, de retenir des membres du conseil d'administration, donc de les retenir. Ça va vous permettre également de renforcer votre culture organisationnelle et enfin, d'adhérer aux enjeux de justice sociale et d'équité. Merci beaucoup, Nabila. Pourquoi on insiste autant sur la gouvernance inclusive? C'est souvent parce que c'est un des principaux bassins dans lesquels vous êtes encore peu allé puiser des talents. Et donc, il y a un potentiel très large. Puis, il y a un travail aussi à faire parce que pour beaucoup de membres de groupes sous-représentés, notamment ceux qui ont étudié à l'étranger, tout ça, la structure de gouvernance ici n'est pas nécessairement la même que dans leur pays d'origine. Donc, il y a
un apprentissage à faire, à commencer par savoir que c'est une possibilité qui s'offre à eux, à elles, dans leur parcours professionnel, d'intégrer un conseil d'administration. Donc, on poursuit avec la communication des attentes. C'est un élément qui est très important, un peu délicat pour certaines organisations aussi. Donc, on a une petite question là-dessus. La question est assez longue. Donc, étant donné les difficultés que nous rencontrons lors des recrutements au conseil, il arrive que nous minimisions nos attentes ou que nous omettions certaines informations importantes pour ne pas repousser d'éventuelles candidatures. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Je précise que les réponses sont confidentielles. Donc, on mentionne pour la moitié des organisations, bon, il y en a 6 qui disent qu'ils doivent souvent le faire, donc minimiser peut-être les attentes, s'éloigner un peu du profil souhaité au CA pour faire avec les profils qu'on a sous la main. Pour d'autres, dans la moitié des cas, ça peut arriver, donc c'est la réponse la plus commune et on sait que puis pour un tiers, il y en a qui communiquent vraiment clairement leurs attentes parce qu'on sait que c'est un pari risqué quand on ne donne pas toutes les informations en partant. On risque après d'avoir des surprises de part et d'autre et de ne pas avoir la meilleure combinaison pour le prochain mandat au conseil d'administration. On sait que les organisations ne sont pas toutes égales. Il y en a qui travaillent pour des causes qui sont qui touchent énormément le public, qui vont être plus faciles lorsque vient le temps de mener des campagnes de financement, lorsqu'on cherche des bénévoles, des membres de CA. Il y en a d'autres qui travaillent sur des enjeux tout aussi importants, mais qui ne bénéficient pas d'un capital de sympathie aussi fort. Puis évidemment, ça va jouer dans... ça va avoir une influence là, dans les efforts que vous allez avoir à mettre pour recruter. Donc, mieux vaut donner l'heure juste au départ. Donc, c'est vraiment, on le sait, ça peut être tentant. Nous, on fait beaucoup d'événements de réseautage, donc qui réunissent des candidats et des organisations. Dans un événement de réseautage, les organisations sont en concurrence d'une certaine façon les unes avec les autres. Donc, on veut attirer les candidats, les candidates, mais il faut quand même faire attention si on minimise le temps que les administrateurs doivent investir, si on cache ou on sous-estime certains éléments qui seraient importants à connaître, notamment la fréquence des rencontres, tout ça, ça va finir par avoir une incidence. Mais à l'opposé, il faut demeurer attractif. Il y a des organisations, des fois, ça m'est arrivé de voir des DG désillusionnés qui parlaient dans un événement de maillage pour recruter des candidats à quel point leur CA était démobilisé, peu actif et à quel point ils devaient faire à peu près tout le travail. Bien, c'est sûr que ça ne donne pas envie d'aller de rejoindre le CA de l'organisation. Donc, de donner l'heure juste, mais quand même de ne pas oublier qu'on est d'une certaine façon dans une opération de séduction. Question fondamentale, combien de temps il faut consacrer à la fonction? Demandez-le à vos membres de conseil d'administration. Faites une petite moyenne. C'est sûr que si on est président, si on est trésorier ou si on a un rôle particulier dans l'organisation, ça peut demander plus d'heures. Mais combien ça prend de temps pour participer aux rencontres, préparer les rencontres, lire la documentation, puis peut-être participer à certaines activités? Vos membres, est-ce qu'ils sont des super bénévoles? Est-ce que vous demandez aux membres du CA de s'investir dans d'autres activités qui ne touchent pas directement à la structure de gouvernance? On pense ici à des petites organisations qui comptent moins de 5 employés, voire parfois aucun employé, mais les gens doivent le savoir en partant. Si moi, je soumets ma candidature pour être dans un conseil d'administration et qu'on me demande d'aller installer une salle lors du souper spaghetti, bien, ça serait important que je le sache au départ pour décider de façon éclairée là, si je vais ou non vers telle ou telle organisation. Est-ce que des grands changements sont sur le point d'arriver?
Ça, c'est vraiment important. On parlait tout à l'heure, par exemple, s'il va y avoir un changement à la direction générale, bien, ça va jouer beaucoup sur le temps pour faire un processus de recrutement, de sélection. Parfois même, il peut y avoir un flottement entre deux directions générales, donc le CA va être extrêmement mobilisé à ce moment-là. Si on le sait, on ne peut pas tout prévoir, mais si on le sait, on devrait le communiquer. Est-ce que est-ce qu'il y a une crise aussi qui se prépare? Est-ce qu'il y a des menaces de poursuite? Tout ça, ben, ça serait la moindre des choses de le communiquer aux candidats qui vont. Il y en a qui peuvent souhaiter, justement, qui aiment ça être dans le feu de l'action, mais lorsque ils sont informés, elles sont informées au départ, évidemment, c'est toujours préférable, ça réduit le risque que quelqu'un vous quitte en cours de route. La recherche de financement, élément très important. Lorsque vous souhaitez que la personne vende des billets pour le gala annuel, bien, il faut qu'elle le sache. Il y a des emplois, il y a des fonctions professionnelles qui sont plus compatibles avec ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas de frais de représentation, qui n'ont pas le réseau, notamment des gens qui par exemple, ont immigré plus récemment au Canada ou au Québec. Donc, si on leur demande de vendre des billets à 300 du couvert, bien, ça risque d'être un frein important. Donc, vous pouvez aussi peut-être avoir des attentes différentes selon les membres de votre CA qui ont une situation différente. Est-ce que vous avez mis en place des comités? Nabila en a parlé tout à l'heure, mais dès le départ, au moment où on rencontre des candidats, on peut dire, on s'attend à ce que chaque membre du conseil siège au moins dans un comité. Il y a tant de rencontres de comités par année, on fonctionne de telle façon. Les rencontres, à quel moment elles se déroulent, particulièrement important en contexte de post-pandémie. Il y en a qui se sont réunis virtuellement, donc c'était possible d'habiter à 150 km du lieu où se tiennent les rencontres du CA. Mais là, avec le retour en présentiel, comment on compte fonctionner, il faut le partager aux candidats. Donc, la durée des rencontres, la fréquence. On sait qu'il y a dans le milieu communautaire, il y a des organisations, par exemple, qui se réunissent pendant la journée en semaine. Bien, pour certains jeunes professionnels, ça n'est pas possible de se libérer à ce moment-là. Le lieu, je l'ai évoqué, il y a des endroits aussi où on va peut-être avoir des rencontres en alternance entre le virtuel et le présentiel. Toujours préférable à avoir une formule mixte. Lorsque vous avez une partie des administrateurs dans une salle et les autres à distance, bien, ça crée comme deux groupes d'administrateurs. Et pendant la petite pause café, des fois, comme par miracle, au retour de la pause, on voit qu'il y a des points qui ont été discutés en l'absence de certains administrateurs. Puis là, c'est comme si la décision avait été prise sans avoir fait un tour de piste complet. Quel est le climat au sein du conseil d'administration? Donc, encore là, si jamais tout à l'heure dans le chat, il y en a qui proposaient aussi d'accueillir les candidates au CA, les accueillir comme observateurs pour une rencontre ou deux, surtout s'il n'y a pas trop d'enjeux de confidentialité qui sont soulevés. Sinon, on peut demander à la personne de sortir pour certains points, aussi bien une entente de confidentialité. Mais le climat, bien, il ne faut pas oublier qu'après une journée de travail, on est bénévole, tout ça, donc aller dans une rencontre où vraiment le ton lève, puis on discute durement de certains points. Ça peut intéresser certaines personnes, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, avisez vos candidats au départ, notamment si peut-être c'est un conseil où il y a déjà des tensions, faites-le savoir. Donc, dernier point, moi, votre futur président, vraiment, on nous approche. Ça peut arriver que ce soit nécessaire de passer par un appel à l'externe pour aller chercher une relève à la présidence, mais c'est un élément quand même à haut risque parce que lorsqu'on est présidente, souvent on est le porte-parole de l'organisation et on ne connaît pas toujours là, toute l'historique de l'organisation, on n'a pas toujours la légitimité pour aller à l'avant-scène, puis être présidente, c'est vraiment totalement endosser la mission, l'historique de l'organisation. Donc, faites attention, idéalement, on le prévoit dans un processus à plus long terme. On essaie d'identifier de la relève qui est déjà présente au CA et, disons, en dernier recours, peut-être aller chercher une présidence à l'externe. Puis si on le fait, il faut vraiment aller chercher quelqu'un qui est déjà expérimenté. Alors, pensez-vous que la majorité de vos administrateurs, administratrices sont satisfaites et satisfaits de leur expérience?
Mhm. Oui, oui, à près de 90% et non 11%. Excellent. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour justement aller chercher l'information à propos de la satisfaction de vos membres de CA. Alors, très important de savoir et de se demander si les membres de notre conseil d'administration se sentent bien. Philippe, si tu pouvais enchaîner avec le PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Donc, allez voir si vos membres sont satisfaits de leur expérience, s'ils ont l'impression aussi de contribuer de façon active aux rencontres et avez-vous instauré des mécanismes qui va vous permettre justement de savoir, eh bien, comment ça se passe, c'est quoi leurs impressions et vous ont-ils partagé des suggestions d'amélioration. Alors, c'est très utile et très important d'aller chercher justement ces informations auprès des membres de votre CA. Ça vise plusieurs objectifs. Ça va vous éclairer sur leur degré de satisfaction. Ça va vous informer également si les attentes qu'ils avaient au départ ont été répondues. Ça peut aussi vous éclairer si il y a certaines insatisfactions, certains dysfonctionnements qu'ils ont observés dans le déroulement de vos rencontres et que probablement ces personnes-là pourraient aussi vous donner des éléments de réponse, des pistes d'amélioration. Donc, très important de le faire. Alors, on peut le faire à différents moments et on peut le faire effectivement via l'évaluation des administrateurs et des administratrices. Alors, on sait que l'évaluation, ça reste encore à l'heure actuelle un sujet assez tabou. On ne sait pas trop comment amener ça. Pour avoir échangé avec des personnes à la direction générale ou même des membres du CA sur l'évaluation, c'est toujours un peu, on ne sait pas comment l'aborder parce qu'on se dit si on le met en place, est-ce que les personnes vont se sentir pointées du doigt ou vont se questionner, oh tiens pourquoi est-ce on instaure une évaluation du conseil d'administration? Est-ce que ça veut dire que on remplit pas bien notre rôle en tant qu'administrateur? En tout cas, bref, ça reste quand même assez difficile. Et pourtant, c'est tellement important. C'est vraiment un gage aussi de bonne gestion. C'est un gage de bonne gouvernance d'instaurer une évaluation des administrateurs et très franchement, on peut avoir accès à des ressources gratuites d'excellente qualité sur Internet. Donc, on peut aussi adapter les questionnaires en fonction de notre organisation. Et puis aussi, il y a la possibilité d'y aller à petits pas. On n'est pas obligé d'avoir un questionnaire de 40 questions. Si on est une toute petite organisation, on peut cibler certaines questions et puis y aller en fonction de notre organisation. Alors, l'évaluation permet d'avoir eh bien une plus grande cohésion au sein du conseil. Ça permet d'avoir une vision partagée du rôle de chacun. Ça va aussi accroître l'engagement et la motivation des administrateurs, des administratrices. Et ça va, c'est ce qui est souhaité aussi, d'avoir une meilleure efficacité, efficience du conseil d'administration. Alors, on peut faire cette évaluation de différentes façons. On peut, voilà, donc ça peut se faire, donc évaluation du CA comme on peut évaluer le CA comme entité, on peut évaluer la présidence, évaluer les administrateurs et les administratrices, on peut évaluer la direction générale et on peut aussi évaluer le processus administratif, donc comment se passent les rencontres. La semaine passée, justement, on a eu un excellent atelier animé par Lisanne Dosti qui a abordé le point sur justement les ordres du jour
et les procès-verbaux. On sait très bien que ces éléments-là sont extrêmement importants justement dans l'efficacité des rencontres et donc c'est un lien avec le processus administratif ici. Je fais un parallèle avec ça. Donc, on peut faire l'évaluation de différentes méthodes. On peut administrer un questionnaire, mais on peut aussi faire des entretiens avec les administrateurs et les administratrices. On peut également réaliser des entrevues individuelles avec la présidente ou le président. Et on peut aussi observer attentivement comment se déroulent les rencontres. Et le huis clos aussi, ça a été abordé par Lisanne la semaine dernière pour celles et ceux qui étaient là. Donc tous ces éléments-là permettent d'aller prendre le pouls des membres de votre conseil d'administration et de vous informer notamment sur leur motivation et engagement au sein de votre conseil d'administration. Alors, je vois, il y a des commentaires, Philippe et Stéphanie, si vous voulez les voir avec moi. Oui, Thierry, il oui, est déjà 15, donc peut-être qu'on pourra reprendre dans le chat les questions à la fin pour y répondre ensemble. oui, d'accord, c'est une bonne idée, Philippe. On va poursuivre, le temps file. Donc, maintenant, passons aux motivations des personnes candidates. Vous pensez aux besoins de votre organisation et c'est bien normal, mais il est très important de ne pas oublier de questionner les motivations des personnes candidates. J'allais oublier notre petit sondage. Donc, dans vos appels à candidature, mentionnez-vous les avantages qu'amène la participation à votre conseil d'administration. Je réalise que le sondage n'a pas fonctionné, donc on peut peut-être y aller avec le chat si les gens veulent écrire oui ou non dans le chat pour nous donner une idée de leur réponse. Oui, non, 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 oui, non, non, pas assez. Je dirais que les réponses sont variées. On n'aura pas une statistique précise, mais je pense que le non et le oui ont l'air d'être assez équivalents. Donc, comme je le disais, c'est bien normal que vous vous préoccupiez des besoins de votre organisation, mais c'est essentiel également de se questionner sur les motivations des personnes candidates. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre organisation? Qu'est-ce qu'ils veulent amener dans votre conseil d'administration? Quels sont leurs points forts, leurs intérêts? Les membres de conseil d'administration sont bénévoles et ils ont le choix entre de nombreuses organisations qui recherchent, comme la vôtre, des administrateurs et des administratrices. C'est vrai en tout temps, mais ça l'est encore plus à l'heure actuelle dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous devez être encore plus attrayant pour les candidats et vraiment vous mettre dans une posture gagnant-gagnant. Donc, rejoindre votre conseil d'administration doit être aussi un avantage pour les candidats. Donc, c'est essentiel de prendre le temps de découvrir vos candidats, d'être dans une posture d'ouverture et de dialogue. Car le besoin de reconnaissance, il varie énormément d'une personne à l'autre. Et il peut parfois s'agir de toutes petites choses comme laisser la parole à un de vos administrateurs pendant un événement, les laisser participer à une formation, bref. Donc, c'est vraiment uniquement en cernant bien les motivations de vos candidats, en comprenant ce qui rend leur fonction d'administrateur et d'administratrice attrayant, stimulant et attractif, que vous allez pouvoir vous assurer de leur engagement et de leur motivation à s'investir dans votre conseil d'administration. Vos administrateurs et administratrices doivent sentir qu'ils sont mobilisés pour ce qu'ils souhaitent apporter à votre organisation et pas, comme le disait Philippe, pour des choses pour lesquelles vous les sollicitez à droite et à gauche, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec leur motivation propre. Donc, à défaut de les payer pour leur implication, reconnaître leur contribution à votre conseil d'administration est un moyen de les retenir eux, mais aussi d'en attirer de nouveaux. On sait très bien que le bouche à oreille fonctionne très très bien et que des administrateurs satisfaits vont
pouvoir en amener de nouveaux. Donc, dès la rédaction de votre appel à candidature, dès le premier contact avec les candidats, n'hésitez pas à mentionner comment votre organisation reconnaît leur rapport et notamment contribue à leur formation. Je laisse la parole à Philippe pour le point suivant. Merci. Je vais faire passer le quiz. Je vais le faire sauter, disons, pour qu'on ait plus de temps pour discuter. Je propose peut-être que pour le 10e point, comme vous aurez accès à la présentation, le 10e point, c'est essentiellement de vous partager des outils et des ressources. Donc, je propose vous pourrez le consulter là, dans la présentation qui vous sera partagée. Puis, pendant que je vous présente la vérification diligente, je vais inviter mes collègues Nabila et Stéphanie peut-être à prendre un échantillon de questions ou de commentaires dans le chat qu'on pourra voir dans les dernières minutes de l'atelier. Donc, la vérification diligente, qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, c'est de prendre le temps de poser des questions et de voir si les candidatures sont conformes, si elles répondent à nos critères, à nos exigences et s'il n'y a pas de contre-indication à savoir est-ce que la personne peut ou non intégrer le conseil. Donc, un élément hyper important aussi et qui complique la vérification diligente, ce sont les candidatures spontanées. Donc, si vos règlements généraux permettent qu'une personne achète sa carte de membre à 9h moins 10, se présente à l'AG à 9h, puis à 9h30, avec l'aide de 15 de ses amis, est élu au conseil d'administration, vous n'avez pas le temps de vérifier beaucoup de choses. Donc, idéalement, avec un processus espacé, donc le temps est votre meilleur allié, donnez-vous le temps d'avoir un processus qui demande qu'au moins, idéalement, qu'une personne doive être membre de l'organisation depuis un certain temps, ne serait-ce qu'un mois avant de soumettre sa candidature au CA et que ce soit fait avant l'Assemblée générale pour que vous puissiez en amont voir quelles sont les candidatures attendues. Un mélange d'expertise et de disponibilité. Donc, l'expertise, on la reconnaît souvent dans un CV ou on en parle dans un entretien. La disponibilité, ce n'est pas toujours facile à aller chercher, mais beaucoup d'organisations privilégient vraiment les candidats au parcours, aux feuilles de route les plus impressionnantes. Et ça va souvent se faire peut-être au détriment de candidats qui ont moins de réalisation, parfois qui ont de l'expérience acquise hors du Québec ou du Canada, mais qui pourraient tout autant contribuer à votre organisation. Rappelez-vous que ce qu'une personne va vous apporter, le potentiel est important, mais c'est uniquement la contribution réelle qui va en définitive être importante pour votre organisation parce que le meilleur candidat qui ne vient jamais à vos réunions ne vous apportera pas grand-chose. Indépendance des membres du conseil d'administration et conflit d'intérêts. Donc, dans certaines organisations, c'est très bien déterminé. Est-ce que la personne ou non peut se qualifier d'indépendante par rapport à la mission de l'organisation, par rapport à son domaine de pratique, par rapport aux autres conseils d'administration où la personne peut siéger et d'éventuels conflits d'intérêts. Des fois, il y a des gens qui sont dans des CA d'organisations concurrentes. C'est malaisant. Donc, il faut en discuter assez tôt et il faut que les candidats avant d'avoir un changement important dans leur parcours professionnel ou leur engagement, en parlent avec son employeur et les conseils d'administration. On se rappelle que la vérification diligente se fait dans les deux sens. Les candidats doivent aussi mener la leur parce que parfois, il ou elle pourrait intégrer un conseil d'administration qui est incompatible avec leur emploi. Pensez aux valeurs de votre organisation. Si vous travaillez en environnement, c'est sûr que d'avoir un administrateur qui travaille dans une pétrolière, ce n'est pas l'idéal. Donc, des fois, ce n'est pas aussi clair que ça, mais il faut avoir une discussion au conseil d'administration, peut-être voir oui, la personne, elle est bénévole, mais ça peut être lourd pour la réputation de votre organisation si la personne elle a une feuille de route qui n'est pas considérée compatible avec votre organisation. On voit aussi actuellement, là, il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent, différentes problématiques en lien avec des professionnels du milieu de l'enseignement ou autres, de faire une petite recherche aussi sur le parcours de la personne, même si vous ne demandez pas un casier judiciaire, il faut, si vous ne demandez pas de vérification de police, assurez-vous quand même qu'il n'y a pas de squelette dans le placard, surtout pour des organisations clés qui sont exposées parce que ça peut être une atteinte importante à la réputation de votre organisation. Anticiper les besoins. Vous allez avoir peut-être besoin de quelqu'un en ressources humaines si vous prévoyez un changement.
à la direction générale ou dans les fonctions stratégiques. Si vous voulez intervenir dans de nouvelles régions, nouveaux pays, d'avoir quelqu'un qui connaît ces nouveaux milieux-là, c'est toujours important. Assurez-vous que les candidats ont fait leur propre vérification. Moi, je l'ai déjà vu dans le passé, quelqu'un qui a dû se retirer d'un CA parce que la personne travaillait pour un grand bureau d'avocats, a intégré un CA d'une organisation qui était assez militante et finalement, son employeur lui a dit, on ne va pas accepter que le soir, tu sièges dans un conseil d'administration d'une organisation qui critique et qui varlope nos clients avec qui tu as des contrats pendant la journée. Donc, il y a une incompatibilité. Il faut demander au candidat de faire ça. Et ça peut aussi vouloir dire que si le candidat change d'emploi, il en parle au conseil d'administration parce que dans certains cas, le changement de fonction va lui permettra plus d'occuper ses fonctions au conseil d'administration. N'oubliez pas le savoir-être, on en a parlé un petit peu plus tôt. La matrice de compétences ne le détecte pas nécessairement, mais il faut poser des questions, puis il faut voir un peu comment la personne, elle interagit, parce que un CA, on l'a dit, ce sont des rencontres souvent qui durent plusieurs heures en soirée, puis les gens, ils ont le choix d'être dans un autre conseil d'administration, de travailler à d'autres projets personnels. Il faut qu'il y ait un certain plaisir, un certain sentiment de satisfaction d'être au CA. Donc, si vous avez des administrateurs peut-être qui cadrent moins avec cet esprit-là, ça ne veut pas dire d'aller avec un groupe uniforme, mais assurez-vous quand même que l'ambiance, elle est bonne, que la personne, elle est bien préparée, qu'il y a du respect au conseil d'administration, parce que dans un contexte de travail, s'il y a un problème avec un collègue, vous le revoyez le lendemain, peut-être vous vous excusez, vous discutez. Dans un CA, la prochaine rencontre aura peut-être lieu dans 6 semaines. Donc, à ce moment-là, les dommages seront longs à réparer. Donc, ça fait le tour des différents éléments. Le point 10, comme on l'a dit, il y a des hyperliens. C'est une multitude de ressources que nous mettons à votre disposition ou qu'on partage, qui provient de certains de nos partenaires. Puis pour les quelques minutes restantes, je vais inviter Nabila et Stéphanie peut-être à partager des questions. On peut faire des courtes réponses ou des commentaires intéressants qui ont été partagés dans le chat. Puis je rappelle aussi que vous allez recevoir la présentation avec un lien d'évaluation. Vos commentaires sont toujours appréciés. Donc, on peut prendre quelques questions maintenant. Donc, Nabila et Stéphanie, avez-vous quelques questions à partager? On a répondu dans le chat à une grande partie, mais on en a eu notamment donc, sur les exemples d'avantages qu'on peut donner à nos administrateurs. Moi, j'en ai cité quelques-uns, la formation, la prise de parole. Philippe, Nabila, est-ce que vous avez d'autres exemples? Par exemple, permettre à notre membre du CA de représenter l'organisation à l'externe lors d'événements, par exemple, permettre aux membres de notre conseil d'administration de rayonner aussi, des informations qui, somme toute, sont assez simples et qui font la différence. Mettre à jour le site internet, permettre d'avoir une photo avec le nom des membres de votre conseil d'administration et puis les faire rayonner exactement et leur donner l'opportunité aussi de représenter l'organisation lors d'événements externes. Souvent, c'est apprécié. On a une autre question. Quel pouvoir a-t-on pour refuser une candidature pour dossier criminel ou réputation, conflit d'intérêt, radiation à un ordre professionnel? Peut-on faire quelque chose sur le sujet? Donc, sur la vérification, dans certains cas, c'est prévu dans les milieux, les CPE, par exemple, automatiquement, on avise les candidats qu'il y aura une vérification faite auprès des autorités. Donc, idéalement, dans le processus d'appel, on devrait permettre à un candidat peut-être de se désister avant de faire la vérification pour éviter peut-être certains malaises, mais de faire la vérification puis de demander clairement aux candidats aussi. Puis là, on pense au trésorier aussi. On ne veut pas avoir quelqu'un qui a été victime de fraude, qui a été coupable de fraude, là, qui met les mains dans les coffres de l'organisation. Donc, c'est à voir avec vos organisations, mais de traiter de ces questions-là en amont. Puis d'habitude, quand vous en parlez au candidat, vous dites que vous allez faire une vérification, la personne va sans doute se retirer avant que vous alliez plus loin. Non, il y a un commentaire de la part de Michel Labrec qui dit compte tenu du temps relatif à la participation des administrateurs, on le sait qu'il devient de plus en plus important et exigeant, et de la difficulté à réaliser les recrutements, il faudrait penser tôt ou tard à rémunérer les administrateurs d'une quelconque façon, tout comme cela
devient effectivement une réalité dans les organisations ou entités relevant du gouvernement? On pourrait faire un atelier juste là-dessus, mais je pense que dans la situation financière, il y a des organisations qui fonctionnent et même les employés qui sont là à 40, 50, 60 heures par semaine ont déjà des conditions assez difficiles, je pense entre autres au milieu communautaire. Donc, dans le meilleur des mondes, oui, mais de façon réaliste, je pense que ce serait très difficile à appliquer. Puis c'est pour ça peut-être qu'il faut voir quels sont les autres avantages non financiers qu'on peut mettre à la disposition des membres du CA pour les garder mobilisés. Mais je pense que ça commence aussi par faire des rencontres efficaces, les amener aussi à être dans un environnement où on peut bien les écouter, peut-être innover, amener certaines améliorations, parce que lorsqu'on sent qu'on n'a pas d'impact au conseil d'administration, dédommagement financier ou non, c'est un frein important. Donc, il y a un travail d'ouverture à faire. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui se démarquent. Je pense que la présence des gens ici cet après-midi, c'est une volonté aussi là, de revoir les façons de faire. Puis, dans bien des cas, bien, les organisations comptent quelques champions qui font avancer toutes ces questions-là, mais le défi, peut-être, c'est de convaincre l'ensemble du conseil d'administration ou de l'équipe pour que ça s'inscrive partout dans les pratiques de l'organisation. Oui. Et c'est ça, je terminerai juste avec un commentaire qu'avait amené Thierry Arnaud. Il ne faut pas confondre l'évaluation du CA qui concerne le fonctionnement et l'évaluation des apports de chaque administrateur. Absolument d'accord avec vous, Thierry. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais effectivement, dans l'évaluation, il y a plusieurs dimensions qui sont évaluées, incluant, il y a le fonctionnement, bien évidemment, et puis il y a aussi l'auto-évaluation que les administrateurs font d'eux-mêmes et de leur engagement et participation, préparation aux rencontres, etc. Voilà, je pense que ça fait quand même le tour de toutes les questions et commentaires qui nous ont été soumis. On vient d'en avoir un nouveau. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Peut-être une dernière intervention, puis après, on va conclure. Dans mon association, la fonction la plus difficile à remplir est celle de secrétaire de CA. Nous demandons donc à notre coordonnatrice qui est rémunérée d'organiser les réunions et de préparer les PV révisés par la présidente. Est-ce possible d'envisager un CA sans secrétaire de CA? Non, ce n'est pas possible. En fait, il y a 2 postes qui sont obligatoires, en fait, d'avoir une personne à la présidence et une personne au poste de secrétaire. Donc, c'est essentiel. Mais effectivement, il y a beaucoup d'organisations qui vont trouver un moyen, justement, d'avoir des notes qui sont plus complètes, d'avoir une même personne qui est là. Puis, ça peut permettre de participer plus activement là, si on n'a pas quelqu'un. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience de rédiger un PV, ça peut hypothéquer notre participation à la rencontre. Donc, merci pour vos commentaires. Merci à Nabila et Stéphanie pour votre participation à l'atelier de cet après-midi. Donc, il est déjà 15h33. Merci de prendre le temps de répondre au questionnaire d'évaluation. Le prochain thème, vous allez recevoir l'invitation la semaine prochaine. On va parler de l'équilibre délicat entre le télétravail et le travail au bureau. On en parle beaucoup. On voit la situation à Ottawa avec la fonction publique. Donc, comment on peut, en tant qu'OBNL, trouver peut-être un juste milieu entre le besoin de réunir nos équipes, de travailler dans un même lieu, mais en même temps de ne pas trop alourdir les horaires, puis de donner la possibilité à certains de travailler à distance. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, puis j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour notre prochain atelier. Au revoir. Merci. Au Au revoir revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Un grand merci.